La saison 6 démarre sur... elle démarre. Ça démarrait plutôt bien, je dois avouer, cet épisode 1, mais une fois qu'on saute les deux premiers moments un petit peu forts, après c'est assez plat. C'est-à-dire que c'est moyen passable, quoi. Il y a rien de mauvais, mais rien d'extraordinaire, quoi. Mais vraiment, c'est les deux premières scènes assez intrigantes, assez fortes. Première scène, on a un passage sur Aravos qui est en train de pleurer, de faire une sorte d'océan de larmes, une sorte de baie des larmes, c'est un peu particulier. Et une autre elfe stellaire vient le voir, le réconforter en disant que il y a quelque chose de fort qui les représente. Je me souviens plus exactement du terme, mais c'est pour l'instant assez vague, mais plutôt fort dans la mise en scène. Donc sa première scène assez réussie. Et puis seconde scène, après donc les crédits, c'est Viren qui se réveille. Le jour suivant, qui est censé être celui de sa mort, vivant. Alors oui, il est en vie, hein, il y a Terry qui le découvre, ils sont contents, je suis en vie, je suis en vie. Il est vraiment en mode plus aucun problème avec les Xadiens, c'est super. Il a fait totalement son mea culpa là-dessus, et c'est un truc, j'aurais vraiment pas été contre qu'on fasse beaucoup plus de développement autour de ça. C'est le gros problème global de cette série, en gros, les problèmes de mise en scène et de développement non fait. De non-développement qui sont beaucoup trop nombreux, mais bon. Ils sont contents malgré tout, ils se disent comment ça se fait, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, ils sont juste contents pour l'instant. Et il a raison à ça, on découvre plus tard que Claudia a fait le rite pour le ressusciter pour de bon, hein, avec le sang d'un enfant, tout ça, tout ça. Et donc, sans le montrer directement, on voit quand même les restes de la chose, quoi. Le sang de la créature, la forme que ça a pris, le fait que Claudia a blanchi une grosse partie de ses cheveux, il reste plus qu'une toute petite mèche noire maintenant. On sent qu'elle est allée assez loin, et Viren, il est pas super joyeuse de voir ça en fait, hein. Il se rend compte qu'il a complètement corrompu sa fille dans sa voix et il a un petit peu de peine pour elle. Et plutôt que d'essayer de la convaincre et de rester avec elle pour essayer de la faire aller sur le droit chemin, puisqu'elle est en mode maintenant il faut qu'on ressuscite Aravos, hein, et il m'a dit comment te ressusciter, il faut qu'on le libère, c'est pas qu'on le ressuscite, qu'on le libère, et dit non, je ne veux pas de ça, je veux un peu expier mes crimes, enfin être libre de son influence, et pour ça il faut que je retourne à Kétaïs pour expier mes crimes, tout simplement. Et elle est pas d'accord avec ça. On a une scène d'adieu assez déchirante, plutôt forte, même si je pense que... mais c'est pas un gros problème. Je pense que dans ce cas de figure précis, à la place de Viren, j'aurais essayé d'être auprès de ma fille. Pour essayer un tout petit peu de la calmer et de l'empêcher de faire quelque chose de plus grave, plutôt que de la laisser sur place en disant je vais me rendre et vis ta vie sans plus. Je pense qu'à ce stade-là, tu pourrais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus recherché pour essayer de calmer le jeu, si tu sens que quelque chose ne va pas très bien avec elle. Mais bon, j'imagine que dans sa tête, il se dit que c'est lui qui l'influence mal et que peut-être sans sa présence, ça ira mieux. Ce qui n'est pas très bien calculé. Mais voilà, c'est sous le coup de l'émotion et ce besoin d'expier ses fautes qui fait ça. Et oui, ses au revoir sont assez touchants, c'est assez beau. Sur le fait qu'il lui dit qu'il l'aime, mais qu'il la laisse, alors qu'elle a toujours un pied en moins, elle ne s'est toujours pas soignée de ça. J'imagine que ça viendra plus tard, cette partie-là, qu'elle n'a pas eu le temps. Donc, ce moment très fort, vraiment très fort, et très très bon départ. Et le reste, ben, ça va être un petit peu moins fort. Je suis désolé, c'est pas affreux, encore qu'il y a deux trois passages qui m'ont un petit peu saoulé, mais c'est pas de cet acabit-là. Alors que ça posait bien les choses, quoi. Le problème que j'ai globalement avec ce début, c'est surtout que je suis franchement déçu qu'on n'ait pas fait plus de temps sur l'évolution de Viren vers ce choix-là, vers cette compréhension de ses actes, de comment il a mal influencé les siens et de comment, au bout du compte, la haine contre le peuple xadien n'était pas si légitime que ça. C'est quelque chose qui aurait pu être vraiment fort si ça avait été développé réellement, et c'est pas le cas. Je veux dire, sa relation avec Terry est risible, sans intérêt, et ça ne suffit pas à faire grand-chose pour appuyer ça. De fait, ce moment de désir d'expiation n'a pas
toute la force qu'il pourra avoir, même s'il reste assez fort. Et puis bon, il y a aussi le côté, ah mon Dieu, c'est horrible ce qu'elle a osé faire en tuant cette pauvre créature, alors que c'était une créature gimmick la majorité du temps, donc ça va pas être une grosse perte. Au moins vous osez tuer un perso majoritairement gag, donc je peux apprécier un petit peu le délire. Ça va, ça. Ça, c'est un truc que je peux un petit peu apprécier. Hein. Et puis j'ai quelques craintes aussi parce que ce dont il doit répondre, c'est pas juste d'avoir voulu envahir Exadia, c'est aussi d'avoir manipulé toute une armée en tuant, en faisant assassiner directement leurs dirigeants pour les remonter contre un peuple qui, au bout du compte, les avait pas attaqués et qui les a corrompus pour en faire des espèces de guerriers berserk, quoi. Et à cause de ça, beaucoup d'entre eux sont morts. Ce genre de choses est super important. J'estime que c'est super grave et j'ai un peu peur que ce soit pas du tout abordé. J'espère que je me trompe, hein, de tout cœur que je me trompe, et qu'on va prendre un tout petit peu de temps, au moins, voire plus, pour appuyer ce cas très grave, les conséquences, et peut-être une partie de l'expiation du personnage. Mais j'ai un peu peur que ce soit même pas abordé. J'ai un petit peu cette crainte-là, vous voyez. Mais bon, c'est moi, on verra bien quand ça arrivera, si ça sera fait ou pas. De fait... Il y a toute la partie sur nos héros qui sont de retour au château avec une approche vraiment naze. Vraiment, le départ de ça, c'était assez naze. Il y a Opélie qui est amené dans le bureau d'études de Calom où il y a notre groupe qui est revenu de sa quête. Ils ont trouvé donc l'orbe qui renferme Aravos et ils présentent la chose déjà de façon hey, ferme les yeux, c'est un secret. Hein, on fait des espèces de petites cachotteries mal faites alors qu'il suffisait juste de lui dire venez voir. Mais bon, et un truc avec ça que je trouve vraiment marrant, c'est qu'ils ont averti le boulanger avant elle. Le boulanger du royaume est d'une importance supérieure à Opélie. Quand on voit l'ordre de confidence, je trouve ça un peu dingue quand même. Mais bon, c'est un détail. Mais je dis ça parce que il va jouer un petit rôle et encore, je trouve vraiment pas ce que ça apporte. Mais bon. Le départ, on passe un tout petit peu de temps sur les trois têtards à la con qu'ils ont trouvés, parce que là, ça va faire partie de leur nouvelle bande, hein. La famille, il y a ces trois têtards qui font partie du lot, c'est trop de là-bas, là, on est content. Et à bout d'un moment, ils finiront par dire, comme vous le savez, nous sommes partis en expédition pour trouver la prison où était renfermé Aravos. C'était... Mais vraiment, hein, ça commence comme ça, hein, as you know, en anglais, quoi. Ce genre de formule toute prête. Et je vais dire un truc, je comprends les gens qui critiquent ça, parce que ça commence à devenir notoire, hein, je suis désolé, hein. Maintenant comme vous le savez, pour enchaîner sur de l'exposition dans une phrase, c'est assez typique, ça peut passer à peu près, dans certains cas. C'est-à-dire si c'est une information que le spectateur n'a pas, et dans le cadre où le personnage à qui on dit ça est au courant de façon évidente de la chose, mais c'est pas forcément le sujet numéro un auquel il penserait dans la situation actuelle où il se trouve. Donc on lui rappellerait que, tiens, pensez à cette situation-là avec laquelle vous êtes familière, parce que je vais enchaîner sur quelque chose, une information que vous ne connaissez pas après coup. Donc, à ce moment-là, comme vous le savez, il est acceptable. C'est pas un des grands points d'écriture qu'il puisse aller, mais il passe acceptablement. Mais là, vous avez fait l'exploit de nous faire un comme vous le savez qui ne coche aucune bonne case. Parce que le spectateur sait déjà ça, c'est juste une façon grossière de faire un résumé d'un truc qu'on a vu dans la saison précédente. Ce qui est ridicule parce que quand même on est censé connaître nos personnages maintenant et c'est quoi au cas où le spectateur est sauté directement à la saison 5, on est passé de la saison 4 à la saison 6, j'ai envie de sauter à la saison 5, peut-être c'est ça le truc, je sais pas. Ça n'a aucun intérêt donc qu'ils fassent ça pour le spectateur et ça n'a aucun intérêt qu'ils amènent ça sur le tapis pour Opélie parce que de quoi d'autre ils parleraient? Bien entendu qu'il serait parti s'occuper du saut d'Aravos, c'est le truc numéro 1, c'est la nouvelle à mettre en place. De quoi il parlerait d'autre que ça?
Donc ça n'a aucun sens, ce comme vous le savez. Il est ridicule, c'est le pire comme vous le savez que j'ai jamais vu en termes d'écriture, celui-là. C'est stupide. Je veux dire, ouais, comment ça se passe après votre expédition pour trouver Aravos? Vous l'avez trouvé? Oui, j'ai trouvé la prison. Voilà, il y avait une tonne de façons de le dire sans passer par ces délires. Excusez-moi, mais ça montre le niveau d'écriture de merde qu'il y a là-dedans. Enfin bref, alors qu'il lui montre l'orbe, et puisqu'on va continuer un tout petit peu sur l'écriture un peu moisie que peut avoir cette série, il y a tout le monde qui se dit qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va garder ça caché ici, à qui on pourrait le dire. Il y a Callum qui se sent un petit peu mal parce qu'il pourrait être contrôlé, il dit il faudrait détruire ce truc. Parce qu'il faut faire en sorte qu'il ne puisse plus agir, même indirectement à travers cet orbe, sa prison à Ravos. Et c'est là que Soren a une superbe proposition. We form a fellowship of the Pearl. Take a long journey across the world together and throw it into a volcano. J'ai une autre idée, mec. Et si tu fermais ta gueule? Waouh! Et moi qui trouvais que la référence au Seigneur des Anneaux dans la saison 2, avec le délire, on n'entre pas comme ça à Xadia, à la Boromir, était pas très subtil. Là, c'est 5 crans en dessous, là. C'est niveau bac à sable. On peut difficilement faire plus bas que ça. Vous connaissez le Seigneur des Anneaux? On fait... Nostalgie, waouh, super! Oh, punaise! Donc ouais, première impression sur comment nos personnages gèrent leur situation en début d'épisode, vraiment pas joie ça, hein. Le reste passe un petit peu mieux, je reconnais, et j'aurai moins de choses à dire, ça ira un peu plus vite, mais voilà, ça c'était un peu naze. Mais bon, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passerait si on détruisait ce truc-là? Est-ce que ça libérerait pas Ravos? C'est là qu'on dit, oui, c'est plus simple de le garder enfermé, faire en sorte que personne ne puisse le toucher, en le gardant dans le château. Et pas dans un endroit éloigné que personne connaîtrait, où on ne penserait pas directement à chercher. Non, 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 au château, hein, parce que voilà, on n'est pas très réfléchi, une fois de plus. Hein, on est un petit peu con et ça aide le scénario. Désolé, ça aussi, ça me gonfle. Mais maintenant que ça s'est un petit peu posé et que le calme est là, il va y avoir un petit peu la question de qu'est-ce qu'on fait après. Alors, il va y avoir Zim qui commencera enfin à avoir quelques regrets sur la disparition de sa mère. Ça fait un petit moment qu'on l'a plus vue. Elle n'est pas revenue lorsqu'elle devait nous rechercher. Et je commence un tout petit peu à m'attrister. Il est en mode loup. C'est vraiment à un moment donné, à la pleine lune ou je sais pas trop quoi, là, il regrette sa mère. Donc il fait ouh. Et il y a Soren qui l'imite parce qu'il est con. C'était très drôle ça aussi. Ouais, c'est histoire d'appuyer que sa mère lui manque et qu'il va y avoir une expédition pour la retrouver, même si techniquement elle devrait aller mieux puisqu'elle a été sauvée par la magie des champis magiques de l'elfe truc-muche. J'espère de tout cœur que vous donnerez une explication. Il ne sera pas un gros délire sans intérêt, mais on verra quand on y sera, quoi. Donc ça c'est mis en place et il y a surtout ce qui sera mis en place autour de l'expédition vers la tour astrale. La tour astrale, donc, dont on a parlé dans l'épisode 4 ou 5, lorsqu'ils ont fouillé la grande bibliothèque, où il y aurait de quoi faire quelque chose pour se débarrasser d'Aravos, et en fin de compte, il y aura même de quoi faire quelque chose pour se débarrasser de cette prison. Parce qu'il y aurait des elfes un peu spéciaux, comment ça s'appelle là, les elfes stellaires aussi. Il y a d'autres elfes stellaires qui se trouveraient dans cette fameuse tour astrale, qui pourraient peut-être savoir quelque chose et les aider. Et donc, il voudrait bien s'y rendre. Il demande à Rayla, il serait bien, il dit ah non, 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 écoute. Le plan d'Ezran, c'est de le garder confiné ici, on va rien faire de plus. Tu es conne. Ce plan peut continuer à marcher tout en faisant des recherches à côté. C'est possible, la meuf, hein, je te jure. C'est tout à fait possible. C'est surtout qu'en plus de ça, il y a toujours le côté, il y a ces 3 objets à la con magique dont il a dit rapidement le nom, là, qui pourraient permettre de libérer ses parents à elle et Runan. Donc, il y a plusieurs raisons d'y aller. Et maintenant que les choses se sont un petit peu calmées, c'est une chose à envisager. Mais non, 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 on ne suit pas ça tout de suite. Il faut que Callum ait une sorte de plan
Et un plan, vraiment, on va en parler. Hein. Bon, déjà, va y avoir une espèce de rêve somnambule qui va se faire, où il va être attiré par l'orbe sans le faire exprès. Donc, c'est un tout petit peu réminiscent du fameux orbe aussi dans Le Seigneur des Anneaux et Merry qui... non, Pipin. C'est Pipin qui est attiré par lui à un moment donné. C'est... Une fois de plus, hein, vous adorez faire référence à ça, mais ouais, c'est juste pour dire qu'il est attiré par ça, qu'il peut se retrouver un petit peu son âme enfermée là-dedans, et qu'il a un peu peur de ça. Lorsqu'il vient en parler à Rayla, elle lui dit c'est bon, calme-toi, c'était juste un cauchemar. Il a fait une crise de somnambulisme. Il a fait tout le chemin jusqu'à la cave du laboratoire de Viren, parce que c'est à ces endroits-là qu'on garde tous les trucs qu'on veut garder, apparemment. Vraiment, tous les trucs qu'on veut ranger, hein, même là, même cette orbe qui n'est sous aucune surveillance ou quoi que ce soit, n'importe quel blaireau peut s'y rendre, s'il sait que ça se trouve là, sans personne pour l'empêcher d'y aller, hein. Ce que j'estime est un petit peu débile, un peu beaucoup débile, surtout quand on sait que la personne numéro 1 contre laquelle protéger ce truc-là, bah, c'est Claudia. Claudia qui connaît bien l'endroit, quoi. C'est un petit peu l'endroit où elle a été une grosse partie de sa vie lorsqu'elle a séjourné dans le château, quand même. Histoire de dire rapidement, hein, au cas où vous vous en souveniez pas, c'est très con de le garder entreposé là, quoi. Aucune surveillance, rien, c'est juste cet endroit un petit peu reculé que n'importe qui pourrait trouver en cherchant un petit peu. Enfin bref. Excusez-moi, de toute façon ils vont vite faire un contre-coup à ça, mais c'est juste pour dire quoi. Premier soir où vous le cachez, c'est ce truc que vous faites. Bref, donc il a un peu peur et il finit par avoir une idée lui-même parce que Rayla est pas foutu d'avoir la moindre initiative pour faire quoi que ce soit apparemment dans cette série dernièrement. C'est trop de la balle, elle casse vraiment pas la baraque Rayla, je vous jure. Hein. Narrativement parlant, elle casse vraiment pas la baraque. Bref, il finit par avoir une idée et il met ça un petit peu en place en faisant appel au boulanger qui va avoir un rôle important vaguement. Parce qu'il va lui demander de faire une copie de la perle, avec exactement le même éclat, c'est-à-dire que c'est une pâtisserie, hein, c'est une pâtisserie, il arrive à donner cet éclat brillant, je ne sais comment. Et donc un bel orbe bien sphérique, bien propre, parfait, évidemment, puisque c'est le plus grand des pâtissiers au monde, ce gars. Et ouais, il n'y avait pas mieux que ça comme contrefaçon à faire. Moi, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la confidence. Hein. Le boulanger, c'est quand même l'homme de confiance numéro 1, mais derrière, il n'y a pas grand monde, à part peut-être Opélie, mais... Excusez-moi. Donc, ouais, il fait cette contrefaçon-là pour l'échanger avec la sphère afin qu'il puisse l'amener à la tour astrale. Ça me paraissait pas obligatoire à faire personnellement, mais dans un sens peut-être un tout petit peu mieux qu'il l'ait sur eux, que ce soit en déplacement plutôt que qu'il garde ça au château où Claudia et d'autres pourraient savoir où chercher directement. Déjà un chouïa moins con on va dire, hein, même si on peut faire largement mieux. Ouais, il va la garder sur lui, mais en même temps, il a fait une espèce de couverture avec un symbole anti-magie qui permettra à cet orbe de ne plus faire grand-chose, de ne plus émettre de magie, semble-t-il. J'imagine que c'est tout à fait possible que ce soit trop puissant pour qu'une simple petite serviette avec un truc brodé à la va-vite suffise à bloquer ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ce serait ridicule que ça marche. Hein, je vous le cache pas. Hein. Ça aurait été un truc un tout petit peu plus réfléchi que juste un truc brodé à la va-vite, peut-être. Mais là, si ça marche, ce truc-là, c'est un peu... c'est très faiblard. Très faiblard. Enfin bref. Ezran est d'accord. Il a dit t'es partant. Ezran a dit oui, ok, bon, très bien, je suis. Et c'est là que notre bande se divise en deux groupes, avec Ezran qui reste au château pour rien foutre. Bon, je sais pas, mais depuis le début, je vois vraiment pas ce qu'il apporte particulièrement, à part faire la paix avec les autres, mais apparemment ça va, cette partie-là. Je suis tellement déçu du nombre de personnages qu'on a instaurés et qui sont pas revenus, quoi. Je veux dire, comment elle s'appelle déjà? Anya, c'est ça, quoi. On a vu rapidement à la fin de la saison 3 et toujours aucune apparition, aucune mention, quoi que ce soit, rien à foutre.
Les 3 ou 4 autres royaumes, je sais même plus maintenant, on en a rien à foutre d'eux, quoi. Ils font partie du décor, on s'en bat les couilles. Total. Excusez-moi, c'est un détail, c'est rien à voir avec cet épisode en particulier. Bref. Voilà, il y a Ezran qui reste, il y a Rayla et Callum et son singe de compagnie de merde qui partent direction la tour astrale, à eux seuls. Et il n'y a personne d'autre, hein. Je veux mieux vous faire ça à deux, en tout petit comité, hein. Alors, on est les meilleurs, on saura se défendre très bien, hein, même si on s'est fait capturer à deux trois reprises avant. Et il y a Zim et Soren qui vont partir direction Xadia pour aller à la recherche de sa mère. Ce qu'ils auraient dû faire directement après avoir retrouvé l'orbe, mais j'imagine qu'il avait besoin de rester un petit peu au château une journée ou deux. On va dire que c'est ça. Ils utilisent le fameux grand dragon rouge qu'ils ont croisé, qui va les aider à retourner là-bas. Donc, pour faire ce genre de recherche, ils ont accès à un dragon qui peut leur permettre d'aller assez loin, assez vite, hein, en volant comme ça. Par contre, pour aller stopper Aravos, il n'y avait que la reine qui était à leur disposition. Voilà. Une fois de plus, hein, les priorités, c'est toujours quelque chose, ça. Hein. Mais bon, voilà, notre groupe se sépare en trois. J'ai le sentiment que ça va se regrouper assez vite. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça va finir par se regrouper assez vite au bout de quelques épisodes. Ils ont bien l'habitude de faire ça, mais bon, on verra bien ça. Et alors qu'il y a tout ça, il y a un petit épilogue, une petite scène finale entre Claudia et Terry, qui, après une petite nuit de sommeil, finit par se dire: ah, tout le monde m'a trahi, tout le monde m'a abandonné, et toi, je vais pas te laisser le temps de le faire, c'est pour ça que c'est moi qui te laisse. Je te laisse tomber, voilà. Je vais être toute seule maintenant. Et je suis mon chemin d'arc. Et Terry est totalement attristé, et il dit: ah, ne me laisse pas, s'il te plaît. Et plutôt que d'essayer de la suivre, il reste bêtement sur place alors qu'elle part en boitant, puisqu'il n'a plus qu'une jambe pour l'instant. Ok, t'es pas très insistant, alors que, je sais pas, à ta place, j'aurais essayé de t'en faire un petit peu plus plutôt que de rester sur place. C'est censé être touchant et fort émotionnellement, et que ce couple se casse parce qu'elle est désabusée comme ça, mais ouais, j'ai un petit peu rien à battre, hein, je vous cache pas. Hein. Je sais pas. Je vais pas m'apesantir sur Terry, une fois de plus. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, vous savez ce que j'en pense. Donc, ouais, comme j'ai dit, heureusement qu'il y a les deux premières scènes pour rehausser le niveau, parce que le reste est assez moyen passable. Hein. Les deux premières scènes sont un peu supérieures à ça, donc grâce à ça, ça vaut un peu plus que ça, ce premier épisode, mais c'est pas une introduction ouf à l'arc de cette saison 6. Mais on verra si ça sera mieux géré par la suite. A bientôt pour l'épisode 2. Bye!